Bonjour, je me présente, je m'appelle Raphaël Serror, je suis rhumatologue et je suis chef de clinique à l'hôpital Cochin dans le service de médecine interne. Je suis responsable de votre enseignement de rhumatologie pour les conférences de D4 et nous allons réaliser une conf de rhumatologie qui comporte 4 dossiers longs. Voici le premier dossier. Vous voyez donc en consultation une patiente de 67 ans qui est ménopausée. Elle vient vous consulter pour une douleur lombaire qui est apparue brutalement il y a 5 jours à la suite d'un effort minime. Elle vous signale que cette douleur est calmée par le repos et la nuit, mais qu'elle réapparaît le matin dès le lever, que la douleur la réveille parfois la nuit uniquement quand elle se retourne dans son lit lors des changements de position. Elle a pour antécédent une fracture du poignet à l'âge de 58 ans. Par ailleurs, elle fume un paquet par jour. Elle pèse 47 kg pour 1,65 m, elle est en très bon état général, et à l'examen clinique, vous retrouvez une vive douleur à la palpation médio-lombaire associée à une douleur rachidienne, à une raideur rachidienne. L'examen neurologique est normal, et l'examen général aussi, elle ne prend aucun autre traitement. Sa radiographie est la suivante. Les questions de ce dossier sont les suivantes. En première question, quel diagnostic évoquez-vous chez cette patiente? Quelle en est, d'après vous, la cause la plus probable? La deuxième question, on vous demande quels sont les paramètres cliniques qui auraient pu vous orienter vers une autre cause de ce diagnostic. En troisième question, même question, mais quels sont cette fois-ci les signes radiologiques qui pourraient vous orienter vers une autre cause? La quatrième question est relative à un bilan biologique que vous referiez dans ce contexte clinique et ce qu'il doit rechercher. Enfin, à la cinquième question, vous concluez qu'il s'agit du diagnostic que vous avez posé à la question 1. Quels sont les facteurs de risque de cette pathologie qui sont présents dans cette observation et ceux qui sont absents et que vous devez rechercher? En sixième question, on vous demande quel est l'examen de référence pour explorer cette pathologie et quels résultats en attendez-vous ici. En septième question, vous décidez d'introduire un traitement par biphosphonate par voie orale. On vous demande quelles sont les contre-indications de ce traitement, quelles sont les modalités de prise de ce type de traitement et de citer, parmi celles que vous connaissez, 2 molécules. Enfin, on vous demande en huitième question de savoir si vous connaissez d'autres traitements de cette pathologie. Donc, nous allons maintenant débuter la correction du dossier 1, à débuter par la première question. On vous demandait, sur le tableau clinique et radiologique, quel diagnostic évoquez-vous et quelle en est la cause la plus probable. Le diagnostic est celui de tassement vertébral de L3 sur cette radio. La cause la plus probable est ici, dans le contexte d'une femme à un âge post-ménopausique sans antécédent, une fracture liée à une ostéoporose post-ménopausique. Et les arguments sont les suivants. Tout d'abord, pour la fracture tassement, une douleur qui est d'horaire mécanique, la femme qui est en âge post-ménopausique pour l'étiologie, l'absence d'altération de l'état général, de nombreux facteurs de risque que nous reverrons à la question 6, et enfin l'aspect radiologique que vous avez vu sur la radiographie de la patiente, qui est celui d'un tassement d'allure bénin. Quels paramètres cliniques auraient pu vous orienter vers une autre cause de cette fracture tassement vertébral? Tout d'abord, il faut savoir que les autres causes de fracture tassement sont, au premier lieu desquelles il faut penser, à la néoplasie. Les signes qui auraient pu être évocateurs d'un tassement d'origine néoplasique sont les suivants. Les douleurs n'auraient pas été d'horaire mécanique, mais plutôt d'horaire inflammatoire. On aurait pu retrouver associer des signes cliniques d'altération de l'état général, ce qui n'était pas le cas ici, avec éventuellement une perte de poids inexpliquée liée à la pathologie néoplasique, d'autres lésions osseuses associées, fractures ou douleurs osseuses, éventuellement fractures de côte, et évidemment s'il y avait eu dans l'énoncé un antécédent néoplasique ou tumoral, ça aurait pu être évocateur d'un tassement d'origine malin. Donc, la troisième question était quels signes radiologiques auraient pu vous orienter
vers une autre cause, c'est-à-dire toujours la même chose, vers une étiologie néoplasique. Donc les tassements vertébraux qui ont une cause néoplasique ont les caractéristiques suivantes. Pas forcément toutes, mais une seule de ces caractéristiques doit vous faire évoquer une pathologie néoplasique. Un tassement qui serait asymétrique, ça se voit surtout sur des radiographies de face, avec un recul du mur postérieur sur des radiographies de profil, une lisse pédiculaire, c'est-à-dire ce que l'on appelle une vertèbre borgne, ce qui se voit aussi sur une radiographie de profil, un aspect hétérogène qui peut se voir à la fois sur le profil ou sur la face, et un tassement vertébral qui serait au-dessus de D7 ou T7, ou cervical, doit de façon systématique faire évoquer une étiologie néoplasique et rechercher une cause néoplasique, faire réaliser une imagerie cervicale, en particulier une IRM, et rechercher une cause secondaire. On ne doit jamais attribuer un tassement cervical à une ostéoporose avant d'avoir éliminé une néoplasie. Comme vous le voyez sur cette radiographie, ici, le tassement avait l'air bénin, il n'y a pas de recul du mur postérieur, l'aspect est assez classique biconcave et l'aspect de la vertèbre était homogène et pas hétérogène. L'hyperclarté que vous retrouvez ici correspond en fait à une interposition gazeuse. La question suivante est quel bilan biologique devez-vous faire devant une ostéoporose postménopausique avant de dire qu'il s'agit bien d'une ostéoporose ménopausique et pourquoi faire ce bilan? Tout d'abord, il faut rechercher une étiologie maligne, comme on l'a vu, donc d'abord sur les signes cliniques, sur les signes radiologiques et par un bilan biologique. Le bilan doit comporter les éléments suivants, NUM, VS, CRP, électrophorèse des protides plasmatiques à la recherche d'un myélome, pareil, protéinurie des 24 heures avec protéinurie de Ben-Jones, créatininémie et calcémie. Ensuite, il faut rechercher une autre cause d'ostéoporose secondaire ou de maladie osseuse responsable d'ostéopénie et de fracture, de fragilité osseuse. Pour ça, vous faites un bilan phosphocalcique complet, calcémie, phosphorémie, calciurie, phosphaturie, en sachant qu'à la phase aiguë d'un tassement vertébral, la calciurie peut être élevée. Enfin, vous dosez la vitamine D. Vous faites une TSH, qui est une cause classique d'ostéoporose secondaire, et une PTH à la recherche d'une hyperparathyroïdie. Finalement, vous avez conclu au diagnostic évoqué à la question 1, c'est-à-dire à une fracture tassement vertébrale d'origine ostéoporotique postménopausique. Quels sont les facteurs de risque présents dans cette observation et quels sont ceux que vous devez rechercher? Les facteurs de risque présents dans cette observation sont les suivants. Tout d'abord, il s'agit d'une femme qui est ménopausée. A priori, on vous dit qu'elle ne prend aucun traitement, c'est qu'elle n'a pas reçu de traitement hormonal substitutif. Par ailleurs, elle est maigre, elle est tabagique, un paquet par jour, et le plus gros facteur de risque qu'on retrouve dans cette observation, c'est celui d'un antécédent de fracture de poignet. Effectivement, toute patiente qui a fracturé refracturera. Il faut toujours y penser. Les autres facteurs de risque à rechercher qu'on ne retrouvait pas dans cette observation, c'est les antécédents familiaux, en particulier chez la mère, d'ostéoporose et d'ostéoporose fracturaire. La prise de médicaments comme les corticoïdes, qui sont un grand pourvoyeur d'ostéoporose, la prise d'un traitement hormonal anti-œstrogène pour un cancer du sein, soit par des analogues de la LHRH, soit par des anti-aromatases, un éventuel éthylisme chronique, la sédentarité et une alimentation carencée en calcium et vitamine D. Quel est l'examen de référence pour explorer l'ostéoporose et quels résultats en attendez-vous ici? L'examen de référence pour explorer les pathologies osseuses et les pathologies osseuses fragilisantes est la densitométrie ou absorptiométrie biphotonique. On explore en général la densitométrie au col fémoral en l'absence de prothèse et au rachis lombaire.
Et quand elle est inexplorable à ces deux endroits, on peut l'explorer au niveau du poignet. Mais vous devez retenir col fémoral et rachis lombaire. Le résultat attendu ici, comme on a posé le diagnostic d'ostéoporose, c'est de confirmer l'ostéoporose sur la densitométrie, c'est-à-dire un T-score inférieur à moins 2,5 déviation standard. Le T-score inférieur à moins 2D5 confirmera donc votre diagnostic d'ostéoporose. Vous devez savoir que la densitométrie s'interprète de la façon suivante. La densitométrie est normale si le T-score est supérieur à moins 1 déviation standard. On parle d'ostéopénie entre moins 1 déviation standard et moins 2,5 déviation standard. Et enfin, le diagnostic d'ostéoporose est fait par une densitométrie retrouvant un T-score inférieur à moins 2,5 déviation standard. Vous ne deviez absolument pas mettre le Z-score ici. La densitométrie ne s'interprète pas par rapport au Z-score. Le T-score correspond à la densité osseuse normale d'un sujet de 20 ans et le Z-score correspond à une comparaison par rapport à un sujet du même âge. Et on parle d'ostéoporose quand la densitométrie osseuse est inférieure à moins 2,5 déviation standard par rapport à la densité osseuse d'un sujet de l'âge de 20 ans, c'est-à-dire une densité osseuse maximale au moment du pic de densité osseuse. Vous décidez finalement d'introduire un traitement par biphosphonate par voie orale. Effectivement, il s'agit d'une femme qui a une ostéoporose postménopausique avec fracture et même 2 fractures. Donc l'indication là ne se discute pas et c'est une indication formelle à l'introduction d'un traitement anti-ostéoporotique. Les biphosphonates sont les médicaments qui sont les plus prescrits dans cette indication et vous devez en connaître parfaitement les contre-indications et les modalités de prise. Quelles sont les contre-indications ? Les contre-indications, c'est tout d'abord l'hypocalcémie. Effectivement, l'hypocalcémie est souvent le reflet d'une carence en vitamine D. Donc, vous devez toujours doser la calcémie et la vitamine D avant de débuter un traitement par biphosphonate, ce qu'on avait fait dans le bilan biologique précédent. Et en cas d'hypocalcémie, il ne faut pas débuter un traitement par biphosphonate, mais supplémenter en vitamine D jusqu'à obtenir un chiffre normal, parce qu'il ne faut pas débuter un traitement par biphosphonate chez les patients ayant une carence en vitamine D. L'os qui sera formé sous ce traitement sera de mauvaise qualité et donc plus fragile. Les autres contre-indications sont l'insuffisance rénale, et l'insuffisance rénale sévère en particulier, que ce soit les biphosphonates par voie orale ou par voie intraveineuse, la grossesse et l'allaitement. Vous devez éviter de débuter un traitement par biphosphonate chez une femme en âge de procréer si elle désire avoir des enfants, parce qu'on sait que ces médicaments s'accumulent dans l'os et qu'il peut y avoir un relargage prolongé, même après l'arrêt du traitement. Enfin, en cas de pathologie œsophagienne, en particulier d'hypomobilité œsophagienne, il y a eu des problèmes d'ulcération œsophagienne sous Fosamax, ce qui fait que ces médicaments sont contre-indiqués en cas de pathologie œsophagienne. Et ces problèmes liés aux pathologies œsophagiennes expliquent aussi les modalités de prise de ces médicaments. Tout d'abord, ces médicaments doivent être pris le matin à jeun. Si vous ingérez des biphosphonates avec le bol alimentaire, on sait que l'absorption digestive des biphosphonates est excessivement mauvaise. Si vous l'ingérez avec un bol alimentaire, si en plus ce bol alimentaire contient du calcium, l'absorption des biphosphonates, c'est-à-dire vous auriez pris un placebo, c'est la même chose. Il n'y aura pas d'absorption des biphosphonates. Donc le matin à jeun, une demi-heure avant un repas, le petit déjeuner, avec un grand verre d'eau du robinet. On précise eau du robinet parce que c'est une eau qui est non calcique. Et enfin, lié au problème de pathologie œsophagienne et de risque d'ulcération œsophagienne, le médicament doit être pris en position assise ou debout et le patient ne doit pas se recoucher dans les 30 minutes qui suivent la prise du médicament. Vous devez associer ce traitement à une supplémentation vitamino-calcique. Comme je vous l'ai dit, en cas de carence vitaminique, l'os formé ou l'os maintenu sous biphosphonate sera de mauvaise qualité, donc il faut assurer un apport minimal en calcium et vitamine D. Cet apport recommandé dans les recommandations de l'ANAS est de 1500 mg de calcium élément par jour et de 800 unités par jour de vitamine D.
Donc par un bref interrogatoire, vous regardez si votre patient a des apports suffisants en calcium et vitamine D, et si ce n'est pas le cas, vous préconisez une supplémentation médicamenteuse par des médicaments type calcite D3, Orocal D3. Quelles sont les molécules de cette classe? Les molécules ayant l'AMM dans l'ostéoporose post-ménopausique sont les suivantes. Le Fosamax, qui se prend à la posologie de 60 mg en une prise une fois par semaine. Il existait pour toutes ces molécules des prises possibles quotidiennes, mais étant donné les modalités de prise avec la nécessité de rester une demi-heure à jeun et sans se recoucher, toutes ces molécules existent par des posologies maintenant soit hebdomadaires, soit mensuelles. Donc il est quand même plus licite vis-à-vis des patients de prescrire ce type de galénique plutôt que des galéniques une fois par jour. Donc, pour le Fosamax ou la landronate, c'est 70 mg une fois par semaine. Pour l'actonel ou le risedronate, c'est 35 mg une fois par semaine. Et enfin, est sorti tout récemment le Bonviva ou ibandronate qui se prend à raison d'une fois par mois. La dernière question concernait les autres traitements possibles de cette pathologie. Et donc, toujours dans l'ostéoporose post-ménopausique, on dispose du protélose ou ralénate de strontium, des SERM, tels que les Vista, qui sont des molécules agonistes des oestrogènes, mais qui sont agonistes pour l'os et pas pour tous les récepteurs hormonaux. Donc qui peuvent se donner en cas de risque néoplasique. Et encore dans les médicaments récents, le Forsteo, qui est en fait une PTH, une parathormone recombinante, ou le teriparatide, qui n'a l'AMM que dans l'ostéoporose ayant eu au moins 2 fractures vertébrales. Soit en deuxième intention, après un traitement par biphosphonate ou par SERM, soit en première intention si on a d'emblée une ostéoporose fracturaire sévère avec plusieurs fractures vertébrales. Et enfin, par voie intraveineuse, on dispose maintenant de l'Aclasta, qui est l'acide zolédronique, qui était connu dans les pathologies néoplasiques sous le nom de Zometa, en perfusion annuelle. Quels sont les points forts de ce dossier ? Tout d'abord, il faut que vous connaissiez parfaitement les paramètres cliniques et aussi radiologiques qui doivent vous alerter devant une fracture tassement vertébral vers une étiologie maligne. L'ostéoporose post-ménopausique ou l'ostéoporose tout court est un diagnostic d'élimination. Vous devez aussi retenir que la densitométrie s'interprète sur le T-score et non pas sur le Z-score. Ça mérite un 0 au dossier si vous avez mis Z-score à cette question. Vous devez connaître le bilan biologique à faire devant une ostéoporose primitive et ce bilan recherche une étiologie secondaire mais est normal. Vous n'attendez pas à retrouver une anomalie au bilan biologique, il vise juste à éliminer une autre cause. Et enfin, vous devez parfaitement savoir prescrire les biphosphonates par voie orale. C'est le traitement de première intention de l'ostéoporose post-ménopausique. Enfin, vous devez connaître les indications thérapeutiques dans l'ostéoporose post-ménopausique, comme c'était le cas dans ce dossier, mais aussi dans l'ostéoporose cortisonique. Et ces recommandations se retrouvent dans 2 textes dont je vous ai mis ici les liens internet pour les retrouver. Voilà. Je vous remercie de votre attention.